Erwin Johannes Eugen Rommel est né en 1891 à Heidenheim, dans le royaume de Wurtemberg, au sein d'une Allemagne impériale qui concevait encore la carrière militaire comme une voie légitime d'ascension sociale et professionnelle. Son environnement familial ne le plaçait pas au sein du noyau aristocratique prussien qui dominait une grande partie du haut commandement. Cette distance initiale eut de l'importance par la suite. Rommel construisit son autorité davantage par ses performances, sa discipline et son prestige opérationnel que par son appartenance à des réseaux traditionnels. Il entra dans l'armée en 1910 et reçut une formation d'officier dans un système qui valorisait l'ordre, l'initiative tactique et le respect strict de la mission. La Première Guerre mondiale fut le premier filtre décisif. Rommel servit sur différents fronts et acquit une réputation grâce à ses performances dans les opérations d'infanterie et à sa capacité à conduire de petites unités sous pression. La guerre de tranchées montra les limites de l'offensive frontale et éleva la valeur des tactiques d'infiltration, de reconnaissance et de manœuvres locales. Dans ce contexte, Rommel se consolida comme un officier orienté vers l'action directe, attentif aux opportunités tactiques et prêt à prendre des risques contrôlés. Il incorpora également une idée qui marquerait son style ultérieur, l'importance de la rapidité de décision et de l'initiative sur le terrain, même lorsque le commandement supérieur ne disposait pas d'informations complètes. À la fin de la guerre, l'Allemagne ne perdit pas seulement le conflit, elle perdit un ordre politique et militaire. L'armée fut réduite, transformée et soumise à des restrictions externes et internes. Dans la période d'après-guerre, de nombreux officiers furent confrontés au problème de la continuité professionnelle dans un pays en crise économique, instabilité politique et dispute sur la légitimité de l'État. Rommel demeura dans le domaine militaire et traversa la phase de la Reichswehr, une petite armée qui, précisément en raison de sa taille, se concentra sur la formation, la doctrine et l'instruction. Cette phase fut moins visible que les campagnes ultérieures, mais elle fut structurelle. Une culture professionnelle y fut maintenue, orientée vers la reconstruction des capacités dans les limites, avec un accent sur l'entraînement, la discipline et la préparation technique. Pendant les années 20 et le début des années 30, Rommel se distingua comme instructeur et comme officier dédié à perfectionner les procédures de combat d'infanterie. Son profil correspondait à un type d'officier que l'armée valorisait, compétent, efficace, capable de transmettre une méthode et d'organiser des unités. À cette étape, Rommel n'apparaît pas comme une figure politique, il apparaît comme un professionnel de carrière, centré sur la pratique militaire. Cette distinction est pertinente car lorsque le régime nazi arriva au pouvoir, de nombreux militaires ne s'intégrèrent pas par conviction idéologique totale, mais par une convergence d'intérêts, réarmement, récupération de la souveraineté militaire, stabilité et révision de l'ordre de 1919. Cette convergence fut réelle, bien qu'elle ne signifiait pas une uniformité d'adhésion doctrinale. Avec l'accession de Hitler en 1933, l'armée commença à s'étendre et le régime chercha à aligner les institutions sous une structure politique autoritaire. Pour une partie du corps des officiers, le régime offrait des conditions que la République précédente n'avait pas garanties: priorité budgétaire, restauration du prestige militaire et décision de se réarmer. En même temps, le prix était élevé: subordination politique et perte d'autonomie institutionnelle. Rommel, durant ces années, avança dans sa carrière dans un environnement où la loyauté personnelle envers le leader devenait un critère politique pertinent et où la propagande commençait à façonner des figures militaires comme instrument de légitimation. Rommel se lia également à des tâches proches de l'appareil de pouvoir, incluant des fonctions d'accompagnement et de sécurité dans des contextes officiels. Cela renforça sa visibilité et le plaça dans un circuit où la relation avec Hitler pouvait être directe, ou du moins plus proche que celle de nombreux officiers de ligne. Cette proximité ne doit pas être interprétée automatiquement comme une affinité idéologique complète. Dans le régime, la proximité pouvait surgir d'une utilité opérationnelle, de la confiance personnelle fondée sur l'efficacité ou d'une sélection politique visant à construire des figures présentables pour l'opinion publique. Rommel, avec son profil d'officier d'action et son image austère, pouvait bien s'insérer dans cette utilisation. En termes intellectuels et professionnels, Rommel consolida une réputation pour sa connaissance tactique et sa capacité pédagogique. Il publia des travaux et systématisa des expériences de combat.
avec un accent sur l'initiative, la surprise et le commandement sur le front. Sa vision était fonctionnelle. Comment atteindre des objectifs avec des ressources limitées? Comment désorganiser l'adversaire? Comment exploiter les opportunités? Cette orientation technique fit de lui un candidat attrayant pour le commandement d'unités mobiles dans une armée en cours de reconfiguration vers la guerre mécanisée. Cependant, elle contenait aussi une tension. Une mentalité centrée sur la réalité du terrain tend à entrer en conflit avec des objectifs politiques absolus lorsque ceux-ci ignorent les conditions matérielles. Dans les années précédant 1939, l'Allemagne progressa dans le réarmement et la révision de l'ordre européen. Pour l'armée, cela impliquait expansion, création de nouvelles unités et promotions accélérées. Rommel bénéficia de ce processus. Sa carrière avança dans un système qui récompensait la compétence, l'initiative et les résultats, mais où la politique pénétrait dans les décisions de commandement. Cependant, sa présence présentait également un grand paradoxe, car Rommel pouvait être utile au régime par son efficacité et, en même temps, ne pas correspondre au noyau idéologique du nazisme. Cette non-coïncidence ne fit pas automatiquement de lui un opposant. Elle le plaçait dans une zone intermédiaire, un professionnel pouvant servir l'État sans partager tous les postulats doctrinaux du parti. Cette zone intermédiaire fut soutenable tant que le régime semblait réussi. Les succès initiaux offraient une synthèse pratique. Le militaire remplissait sa fonction. La direction politique validait son prestige et la propagande intégrait la figure dans le récit national. La question des limites morales ou politiques tendait à être reportée, mais ce report avait une date d'expiration. Lorsque la guerre réelle imposerait des restrictions, lorsque les objectifs politiques deviendraient incompatibles avec les capacités et lorsque la violence du régime se manifesterait plus clairement, la distance entre professionnalisme et loyauté absolue deviendrait un conflit. En 1939, Rommel était déjà un officier réputé, visible pour la direction et situé dans une armée en expansion, se préparant à une guerre de mouvement. Son parcours jusqu'à ce point explique deux éléments qui plus tard seront décisifs. Sa préférence pour le calcul pratique sur la doctrine politique et son insertion dans un système où la loyauté personnelle envers le Führer devint une variable aussi importante que la compétence militaire. La relation avec Hitler, par conséquent, ne naquit pas comme un pacte idéologique explicite. Elle naquit comme une convergence fonctionnelle entre un régime qui avait besoin de figures militaires efficaces et un officier qui trouvait, dans le nouveau contexte, des opportunités de commandement et de reconnaissance. La création du héros public, le succès initial de Rommel. Depuis le début de 1940, Rommel est passé d'un officier ayant une réputation professionnelle à une figure publique de l'effort de guerre allemand. Ce saut ne s'explique pas uniquement par des compétences tactiques. Il s'explique par la manière dont le régime sélectionnait les symboles, par la nature particulière de la campagne de France et par l'utilité politique d'un commandant qui semblait incarner l'efficacité, la rapidité et la décision. Cette année-là, le premier lien visible entre Rommel et Hitler se consolida. Une relation fondée sur les résultats, la confiance opérationnelle et la construction propagandistique d'un général de première ligne. Cette forme de lien fut importante car, plus tard, le même mécanisme qui l'avait élevé faciliterait sa chute. La proximité avec la direction personnelle et l'exposition publique réduisent la marge d'autonomie lorsque le régime entre en crise. Rommel reçut le commandement de la 7e division Panzer à un moment où la Wehrmacht définissait encore comment exécuter, à grande échelle, une guerre de manœuvre basée sur des unités blindées et la coordination avec l'aviation. Bien que la doctrine allemande ne fût pas homogène et que le débat interne se poursuivit, le plan de campagne à l'ouest favorisait des avancées rapides, des pénétrations profondes et la désorganisation du commandement ennemi. Pour un commandant enclin à l'initiative et à exploiter les opportunités, ce scénario offrait des avantages. Le système récompensait ceux qui avançaient avec décision à condition de maintenir la cohésion et l'approvisionnement. Pendant la campagne, la 7e division Panzer avança à une vitesse qui la rendait difficile à suivre même pour le commandement allemand, ce qui alimenta l'idée d'une division fantôme. Cette caractéristique avait deux faces. D'un côté, la rapidité et l'imprévisibilité compliquèrent la tâche de l'ennemi et facilitèrent les effondrements locaux. De l'autre, elles augmentèrent les risques opérationnels, rupture des communications, exposition des flancs, dépendance au carburant et aux ponts, et possibilité d'isolement.
La manière dont Rommel accepta ces risques fit partie de son image. Un commandant qui privilégiait l'exploitation agressive de la situation tactique et qui assumait des coûts organisationnels pour maintenir le rythme. D'un point de vue technique, son mode de commandement se caractérisait par une présence avancée, une intervention directe, la capacité à réorienter les unités et un usage intensif du renseignement et des opportunités. Cela ne doit pas être idéalisé. Son style générait aussi des frictions et des critiques internes, précisément parce qu'il pouvait tendre la coordination et que l'avancée rapide pouvait échapper au plan logistique. Cependant, dans une campagne résolue par la rapide défaite de la France et l'effondrement de l'équilibre militaire occidental, le système récompensa les résultats visibles. L'évaluation politique ne se concentra pas sur les procédures, mais sur l'effet final. La relation avec Hitler, à ce stade, fonctionna comme un canal d'ascension. Hitler s'intéressait aux commandants qui produisaient des victoires claires et qui, de plus, pouvaient être présentés comme une preuve du « nouvelle armée » du Reich. Rommel ne provenait pas du cercle aristocratique traditionnel et avait un profil compatible avec le récit officiel. Discipline, apparente austérité et un style de commandement pouvant être traduits en histoires simples et efficaces pour le public. La propagande avait besoin de figures incarnant la guerre éclair. Rommel s'inséra dans ce rôle. Ce processus eut des conséquences internes. Dans l'armée, la figure de Rommel suscita à la fois admiration et méfiance. Admiration pour les résultats et pour son énergie, méfiance pour sa proximité avec Hitler et la perception que son ascension pouvait être facilitée par la faveur politique. Cette méfiance n'était pas un détail de rivalité personnelle. Elle comptait parce que le haut commandement allemand était traversé par des tensions. Le rapport entre les professionnels de carrière et un régime qui concentrait les décisions stratégiques dans la direction politique, la concurrence pour les ressources et le prestige, et la dispute sur l'influence dans la planification des campagnes. Rommel, par sa visibilité, se trouvait dans ce champ de tension. La campagne de France consolida également un point qui sera central plus tard, la différence entre succès opérationnel et direction stratégique. La Wehrmacht montra sa capacité à vaincre un adversaire dans des conditions spécifiques, mais le régime interpréta cette victoire comme la confirmation d'une supériorité générale et comme la validation d'un style de conduite politique qui méprisait les limites. Pour Hitler, 1940 renforça une conviction. La volonté et l'audace pouvaient remplacer les contraintes matérielles. Pour certains militaires, en revanche, la victoire n'éliminait pas les risques structurels, une guerre prolongée, la dépendance aux ressources, la nécessité d'éviter plusieurs fronts. Rommel, en 1940, était encore dans la phase de consolidation de son prestige, et sa proximité du succès le plaçait plus proche du climat de confiance que du scepticisme. Son image publique commença toutefois à comporter un élément politique inévitable. Dans un régime de contrôle, le héros n'est pas un acteur neutre. C'est une ressource. Lorsque le régime est en expansion, cette ressource est utilisée pour la cohésion et la légitimation. Lorsque le régime entre en crise, la même ressource est évaluée comme un potentiel foyer de déviation ou d'influence alternative. Le fait que Rommel devienne un nom connu augmenta son capital symbolique, mais lui attribua aussi une vulnérabilité structurelle. Son destin ne dépendait plus seulement de sa performance professionnelle, mais de la place que le pouvoir déciderait de lui accorder. Vers la fin de 1940, Rommel était consolidé comme commandant à succès et comme figure compatible avec le récit du Reich. Cela se traduisit par de nouvelles responsabilités et une projection vers des scénarios où le régime avait besoin de résultats et de symboles. Son transfert de la France vers l'Afrique du Nord ne fut pas seulement une décision militaire. Ce fut également une décision politique. Envoyer un commandant prestigieux sur un front où l'Allemagne cherchait à soutenir l'Italie, compliquer la Grande-Bretagne et projeter l'idée d'une guerre offensive encore en expansion. De héros à figure politique et malaise dans le commandement politique. En 1941, Rommel est passé à un scénario où la distance entre propagande et réalité opérationnelle est devenue plus visible. L'Afrique du Nord offrait des opportunités tactiques, comme l'espace, une grande mobilité et des fronts étendus, mais imposait une restriction décisive, la logistique. Dans ce théâtre, la capacité de manœuvre dépendait moins de l'audace immédiate que d'un système continu d'approvisionnement en carburant, munitions, pièces de rechange et transport, maintenu à travers la Méditerranée et des ports limités. Cela est fondamental,
car en Afrique s'est consolidé le Rommel-Hérault comme produit politique utile au Reich, et en même temps s'est accumulée l'expérience qui l'a conduit à se heurter de plus en plus souvent à des décisions stratégiques prises à Berlin sans tenir compte de l'échelle réelle des ressources. L'intervention allemande en Afrique du Nord est apparue, dans une large mesure, comme une réponse à la situation italienne. L'objectif était de stabiliser le front, d'empêcher un effondrement qui ouvrirait la Méditerranée aux Britanniques et de soutenir un allié dont le rendement militaire était perçu comme insuffisant. Dans ce cadre, Rommel a reçu une mission qui, formellement, pouvait être définie comme limitée et défensive dans son origine, mais qui en pratique avait tendance à s'étendre selon la logique de la campagne. S'il existait une opportunité de pousser l'ennemi, la tentation opérationnelle était d'en profiter avant que l'adversaire ne réorganise ses forces. Rommel s'est bien adapté à ce type de guerre. Son style de commandement, centré sur l'initiative et l'exploitation rapide, s'est révélé efficace pour créer des surprises, rompre les lignes et forcer des retraits. Cependant, l'Afrique n'était pas la France. En Europe de l'Ouest, les infrastructures, les réseaux ferroviaires et la proximité industrielle offraient une base logistique incomparablement plus favorable. Dans le désert, la portée d'une offensive était définie par la distance au port, par la capacité de transport terrestre et par la vulnérabilité des routes d'approvisionnement. Chaque kilomètre d'avance pouvait signifier une plus grande usure mécanique, une plus grande consommation de carburant et une plus grande dépendance aux convois exposés. À ce stade, une première friction structurelle est apparue avec le commandement supérieur. La direction stratégique allemande avait tendance à évaluer le théâtre africain avec des objectifs politiques larges, sans toujours ajuster ces objectifs à une base matérielle stable. Rommel, en revanche, opérait face à des limites immédiates. Cela ne signifie pas qu'il était étranger à des objectifs ambitieux, mais son expérience sur le terrain l'a confronté à une contrainte fondamentale. Même une victoire tactique pouvait devenir stérile s'il n'y avait pas de carburant pour soutenir l'exploitation ou si les unités restaient immobilisées par manque de pièces de rechange. La relation avec l'Italie ajoutait de la complexité. Le théâtre était organisé comme un espace de coopération forcée entre les forces allemandes et italiennes, avec des problèmes de coordination, des priorités différentes et des structures de commandement pas toujours compatibles. Rommel pouvait pousser pour des offensives rapides, tandis que d'autres acteurs pouvaient privilégier la consolidation, la défense ou des agendas politiques propres. Ces tensions ne doivent pas être réduites à des stéréotypes efficacité contre inefficacité. En pratique, elles résultaient d'une combinaison de capacités disparates, d'incitation nationale et d'un problème de conception. L'Axe n'avait pas un commandement unifié avec des critères stables, et sa coordination dépendait d'accords personnels et de directives changeantes selon la situation. En 1941, l'effet politique de l'Afrique fut significatif. La propagande du Reich a trouvé dans le théâtre du désert un matériau utile, un front où les opérations pouvaient être présentées comme pure manœuvre, où le commandant visible pouvait être narré comme moteur de la campagne et où l'ennemi britannique offrait un antagoniste clair. Rommel est devenu une figure adaptée à cet usage parce que son style était compatible avec le récit du général en mouvement et parce que son exposition médiatique s'est rapidement consolidée. L'utilité politique était évidente. Dans un régime qui dépendait de la perception publique du succès, un commandant populaire renforçait la cohésion et la confiance. Cette popularité eut deux conséquences simultanées. Premièrement, elle augmenta la marge de manœuvre de Rommel pour influencer, car sa figure pouvait peser d'un poids que d'autres commandants n'avaient pas, et parce que le régime valorisait l'effet moral. Deuxièmement, elle le rendit plus dépendant de la relation avec le centre politique. Quand un commandant devient un symbole, son autonomie réelle se réduit. Sa performance cesse d'être évaluée uniquement selon des critères militaires. Elle est également jugée selon son adaptation aux besoins du récit officiel. Ce mécanisme est central pour comprendre la fin de 1944. Le régime ne détruit pas Rommel malgré son prestige, mais précisément parce que son prestige pouvait être fonctionnel à une alternative politique. En 1941, une autre tension était déjà perceptible, la manière dont la direction politique interprétait le commandement. Hitler favorisait souvent des décisions personnalistes, des attentes de volonté comme substitut aux contraintes matérielles et un style de conduite pouvant ignorer les avertissements techniques.
Rommel ne s'est pas manifesté à ce moment comme un opposant politique, mais son expérience en Afrique lui a donné une base factuelle pour remettre en question des objectifs irréalistes. Le conflit n'était pas idéologique en surface. Il était opérationnel. Ce qui était demandé ne correspondait pas à ce que le théâtre pouvait soutenir. Dans un système autoritaire, la différence entre critique technique et dissidence politique peut rapidement se réduire, surtout lorsque le pouvoir commence à associer le questionnement à un manque de loyauté. En termes de conduite de guerre, l'Afrique a également consolidé des traits de Rommel qui influenceraient plus tard la manière dont les autres acteurs de l'armée l'interprétaient. D'une part, son profil de commandant présent sur le front, intervenant dans les décisions immédiates et cherchant à maintenir une dynamique offensive même avec des ressources limitées, fut renforcé. D'autre part, la perception qu'il pouvait agir indépendamment des structures traditionnelles en s'appuyant sur sa relation avec la direction et son capital symbolique, s'est accrue. Cette perception a nourri la méfiance au sein de l'appareil militaire, car dans une armée hiérarchique, l'autonomie fondée sur le prestige personnel peut être perçue comme une menace pour l'ordre interne. À la fin de 1941, Rommel avait obtenu des résultats qui, sur le plan politique, se traduisirent par la consolidation de son image. Mais sur le plan structurel, le théâtre africain montrait déjà un schéma. Le succès tactique ne résolvait pas le problème logistique et pouvait même s'aggraver s'il augmentait les distances et la consommation. Le commandant qui apprend cette leçon a tendance à devenir plus insistant sur la nécessité d'un réalisme stratégique. Cette insistance, sous une direction qui exigeait des victoires et refusait les limites, était une source potentielle de conflit. En 1942, la campagne d'Afrique du Nord cessa d'être un espace où le succès pouvait être soutenu uniquement par l'initiative et la surprise. La guerre se transforma en un problème d'usure, d'approvisionnement et de capacité industrielle appliquée à un théâtre éloigné. Pour Rommel, cette année fut un tournant, non pas parce qu'il abandonnait son style offensif, mais parce que les limites matérielles sont devenues dominantes et, par conséquent, la distance entre ce qu'il pouvait accomplir sur le terrain et ce qu'Hitler attendait politiquement s'est accrue. Cette distance n'est pas une question psychologique, c'est une relation causale. Quand un régime exige des résultats que le système logistique ne peut soutenir, le commandant qui communique les limites se rapproche du conflit politique, même s'il ne le cherche pas. Le cœur du problème était la logistique méditerranéenne. L'approvisionnement dépendait de convois soumis à interdiction, de ports à capacité limitée et d'un réseau de transport terrestre vulnérable et étendu. Chaque offensive réussie augmentait le problème. Avancer signifiait s'éloigner du point d'entrée des fournitures et multiplier l'effort de transport par tonne utile. De plus, l'usure mécanique dans le désert était élevée et la capacité de remplacer véhicules et pièces de rechange n'était pas équivalente à celle des adversaires. La guerre en Afrique, en 1942, montra que le talent tactique pouvait maximiser les opportunités, mais ne pouvait pas créer de carburant ni réduire les distances. La tentative de reconquête du terrain en Afrique. Au cours du premier semestre de l'année, Rommel a mené des opérations visant à reprendre l'initiative et à exercer une pression sur le dispositif britannique. L'offensive a culminé par une pénétration significative et une avancée vers l'Égypte. Politiquement, cette progression a nourri la possibilité d'un objectif symbolique plus vaste, prendre Alexandrie, menacer le canal de Suez et porter un coup stratégique à l'Empire britannique. Mais cette interprétation, installée au centre politique, sous-estimait la condition de base. Toute tentative de transformer cet objectif en réalité dépendait d'une supériorité logistique que l'Axe ne possédait pas. L'avancée sur le plan militaire a accru la tension sur les lignes de ravitaillement, et la marge d'erreur s'est réduite. À ce stade, la campagne fut exposée à un phénomène classique. Une offensive peut réussir tactiquement et, en même temps, se retrouver dans une situation où la phase suivante est insoutenable. La réponse britannique combina réorganisation, accumulation de ressources et amélioration des capacités d'approvisionnement. La principale différence résidait dans la capacité à soutenir un effort prolongé. Dans une guerre d'usure, celui qui remplace les pertes plus rapidement et maintient une chaîne logistique plus stable tend à inverser le rapport de force. Cette inversion ne se produit pas en un jour, mais se manifeste au moment critique. En 1942, le point critique fut la ligne d'El Alamein. Là,
Le front ne fournissait plus d'espace pour de larges manœuvres et se transforma en une bataille où le facteur matériel, munitions, carburant, blindés disponibles et remplacements en général, était central. Pour Rommel, El Alamein a mis en évidence la limite opérationnelle. Sa capacité à improviser et à exploiter les opportunités se heurta à une structure défensive et à un adversaire capable de soutenir des attaques successives. Dans ce scénario, la marge pour résoudre par audace se réduit. La guerre devient arithmétique, capacité de concentrer le feu, maintenir la mobilité, réparer les unités et soutenir les communications. Le résultat fut que l'Axe ne put obtenir une décision favorable et fut progressivement contraint de reculer. Le repli ne fut pas seulement une défaite tactique, il fut le signe que le théâtre africain était passé d'un front où l'Allemagne pouvait projeter l'initiative à un front où l'Allemagne était piégée par l'impossibilité de soutenir l'échelle requise. Ce point eut une conséquence politique immédiate. La relation avec Hitler se tendit à cause du problème des ordres et des attentes. Hitler avait tendance à formuler des directives rigides, surtout lorsque la situation se détériorait, et à considérer le retrait comme un signe de faiblesse ou de manque de volonté. Pour un commandant sur un théâtre logistiquement précaire, cette rigidité pouvait être destructrice. Le repli, dans de nombreux cas, n'était pas un choix idéologique, c'était une condition pour éviter un effondrement total. À mesure que Rommel évaluait que le front ne pouvait être soutenu, son insistance sur des décisions pratiques se heurtait à un centre politique qui considérait le recul comme un problème de loyauté et de morale. Cette année-là, la dimension morale et politique du conflit devint également plus visible pour Rommel en termes de régime et de guerre. En Afrique, le combat avait un profil différent de la guerre à l'Est, moins associé à l'occupation massive de territoires européens et moins exposé aux politiques raciales et d'extermination mises en œuvre sur d'autres fronts. Cette différence ne fait pas de l'Afrique un front propre, mais elle a influencé ce qu'un commandant voyait et ne voyait pas. Pourtant, Rommel n'était pas étranger à la réalité du régime. Son identité publique reposait sur le professionnalisme militaire et une image de correction, ce qui pouvait entrer en tension avec le radicalisme politique et avec la façon dont le régime considérait la guerre comme une guerre totale sans limite. En 1942, une autre contradiction se consolida. Rommel était, pour le Reich, un héros utile, mais sa valeur en tant que héros dépendait des victoires. Lorsque le front commença à se détériorer, le capital symbolique se transforma en pression. Le héros doit gagner, ou, à tout le moins, résister de manière à soutenir la narration. Dans un régime qui politise la défaite, l'évaluation d'un commandant ne se limite pas à savoir s'il a agi correctement sur le plan militaire. Elle devient une question de savoir s'il a soutenu la narration du leadership. Cela explique pourquoi, à partir de ce moment, la marge pour des désaccords techniques s'est réduite. Discuter des limites opérationnelles pouvait être interprété comme une remise en question du Führer lui-même. La défaite à El Alamein et le repli qui suivit ouvrirent une phase où Rommel ne pouvait plus maintenir le même type de relation avec Hitler fondée sur les succès. La relation commença à dépendre de la façon dont le repli était interprété, comme conséquence inévitable de limitations matérielles ou comme preuve d'une volonté insuffisante. Rommel tendait vers la première lecture, Hitler vers la seconde. Cette différence n'était pas seulement un débat sur le commandement, c'était un conflit de vision sur la guerre et donc un conflit politique. La défaite en Afrique et le retour en Europe. En 1943, pour Rommel, la guerre cessa d'être une simple succession de campagnes où le résultat pouvait être déterminé par des décisions tactiques et devint un problème structurel. Ressources, industrie, contrôle aérien, coordination stratégique et capacité à soutenir plusieurs fronts simultanément. La défaite de l'Axe en Afrique du Nord ne fut pas seulement la fin d'un théâtre d'opération. Ce fut un signal que le rapport global des forces ne permettait plus d'envisager une victoire allemande selon des critères conventionnels. À partir de ce moment, la question pertinente pour Rommel n'était pas de savoir comment gagner la prochaine bataille, mais ce que signifiait poursuivre une guerre qui, selon son évaluation, se dirigeait vers une perte totale. Ce changement de diagnostic constitue le cœur du chapitre. La distance avec Hitler commença à acquérir un contenu politique car le régime, dans sa phase de détérioration, ne tolérerait pas un diagnostic impliquant négociation ou limitation des objectifs.
La fin du front africain survint à cause d'une combinaison de facteurs déjà apparus en 1942, la supériorité logistique alliée, la pression combinée depuis l'ouest et l'est du théâtre, et l'effondrement progressif de la capacité de l'Axe à maintenir l'approvisionnement. En 1943, la guerre en Méditerranée devint un système. Contrôle naval et aérien, ports, routes, tonnage disponible et impossibilité de remplacer les pertes au rythme requis. Le résultat fut la fermeture de l'espace opérationnel. La retraite n'était plus un choix, c'était la manière de gérer un recul inévitable. Pour Rommel, cette expérience consolida une conclusion. Les campagnes ne pouvaient pas être évaluées uniquement sur le courage ou la volonté. Elles dépendaient de conditions que la direction politique ne pouvait pas modifier par des directives. Ce point, qui en 1942 s'était manifesté par des frictions concernant les ordres de résistance, devint en 1943 un diagnostic global. Le risque politique de ce diagnostic était clair. Dire que la guerre n'était pas gagnable impliquait d'admettre que la stratégie du Führer avait conduit à une impasse. Dans un régime où le leadership personnel était source de légitimité et de contrôle, cette admission était intolérable. Après son retour en Europe, Rommel fut affecté à des fonctions d'inspection et d'évaluation. Ces fonctions reflétaient l'ambivalence du système. D'un côté, le régime avait encore besoin de son prestige et de sa compétence technique. De l'autre, son expérience en Afrique l'avait placé dans une position où il était probable qu'il insiste sur le réalisme. Dans un contexte de défaite croissante, le réalisme est perçu comme dangereux car il introduit l'idée de limite. Pour cette raison, la position de Rommel dans des tâches d'évaluation peut être lue comme une reconnaissance de compétences et, simultanément, comme une forme de contrôle. Il est utilisé, mais maintenu dans un circuit où ses décisions ne définissent pas seules la stratégie générale. L'année 1943 fut marquée par la détérioration de la situation militaire allemande sur plusieurs fronts. La capacité du Reich à mener simultanément des opérations à l'Est, à maintenir le contrôle des territoires occupés, à faire face aux bombardements et à répondre à la pression alliée en Méditerranée devint plus limitée. Cette situation renforça un schéma. Hitler tendait à concentrer encore plus la conduite stratégique et à exiger une résistance rigide. Dans ce cadre, les commandants proposant des retraites, des négociations ou des réorganisations pouvaient être perçus non comme des techniciens, mais comme des défaitistes. La frontière entre évaluation professionnelle et dissidence politique se rétrécit. Pour Rommel, le problème n'était pas seulement militaire, il était institutionnel. L'armée allemande était de plus en plus subordonnée à des directives qui privilégiaient les signes de volonté au détriment des critères opérationnels. La conduite stratégique était moins orientée vers la préservation des forces pour les phases futures et plus orientée vers le maintien de position pour des raisons symboliques. Un professionnel du commandement peut s'adapter à une certaine ingérence politique. Mais lorsque cette ingérence devient systématique et provoque des pertes évitables, la tension devient structurelle. En 1943, Rommel commença à se situer à ce point, non comme conspirateur, mais comme commandant qui considérait que la méthode de conduite menait le pays à la destruction. Dans la même ligne se consolida l'idée d'une sortie politique de la guerre comme sujet de discussion dans certains cercles militaires. Cet aspect nécessite précision. L'existence de conversations ou de contacts n'implique pas automatiquement une participation à un plan d'assassinat ou de coup d'État. Cela implique que, à mesure que l'horizon militaire se détériorait, l'intérêt pour des alternatives augmentait. Ces alternatives pouvaient inclure des négociations avec les alliés occidentaux, la séparation des fronts ou un certain type de changement de leadership permettant un armistice. Le problème était que, sous le régime, toute discussion de ce type pouvait être considérée comme haute trahison, même si elle était formulée comme évaluation stratégique. La position de Rommel en 1943 fut marquée par son prestige et sa réputation de commandant direct. Cela le rendait pertinent pour ceux qui cherchaient une issue. Un changement de leadership nécessitait une légitimité auprès de l'armée et de la population. Un maréchal prestigieux était un atout. En même temps, ce même prestige en faisait une cible potentielle de surveillance. Le régime savait qu'en période de crise, les symboles militaires pouvaient devenir des points d'appui pour des initiatives internes.
C'est pourquoi le capital symbolique de Rommel devint ambivalent, utile s'il restait aligné, dangereux s'il s'écartait, même par simple diagnostic. Sur le plan personnel, l'année entraîna également une usure. La guerre prolongée, les défaites et la pression du commandement politique sur les décisions opérationnelles affectent les commandants qui avaient construit leur identité sur l'efficacité et les résultats. Rommel n'opérait pas seulement comme exécuteur, il agissait comme quelqu'un évaluant les conséquences. La constatation que le système conduisait à une perte totale introduisit un conflit qui n'était plus seulement lié à des ordres spécifiques, mais à l'objectif de poursuivre la guerre sans possibilité de succès. Entre fin 1943 et début 1944, Rommel fut transféré sur le théâtre décisif pour l'avenir immédiat du Reich, l'Europe occidentale. Sa tâche principale ne consistait pas à mener une campagne offensive, mais à préparer la défense contre une invasion alliée qui, à ce stade, était prévisible. Cette étape fut importante pour deux raisons. Premièrement, elle força Rommel à formuler un diagnostic explicite de la situation stratégique, désormais sans le cadre d'un front périphérique. Deuxièmement, elle le mit en conflit avec la structure de commandement allemande et, indirectement, avec Hitler, à travers un débat doctrinal sur la manière de défendre la France. Dans un régime où la stratégie était politisée et où le leadership personnel du Führer intervenait dans les décisions techniques, le débat militaire devint un espace où la divergence pouvait être interprétée comme un manque de loyauté. Le mur de l'Atlantique est le début du désastre logistique. La mission de Rommel à l'ouest était liée à l'inspection et au renforcement du mur de l'Atlantique et, de manière plus large, à la préparation contre le débarquement allié. La prémisse était claire, les Alliés disposaient d'une supériorité matérielle, d'un contrôle aérien croissant et d'une capacité logistique incomparable. Pour Rommel, qui venait d'Afrique et avait vu comment la logistique et le contrôle aérien déterminaient les possibilités, le problème de l'Ouest avait un axe central. Si l'ennemi réussissait à s'installer sur la côte avec un pont logistique protégé, la défense allemande deviendrait progressivement insoutenable. Par conséquent, la priorité devait être d'empêcher le débarquement ou de le détruire dans les premières heures. Cette prémisse a conduit à une approche opérationnelle spécifique. Renforcer les défenses côtières, saturer les plages d'obstacles, de mines et de positions de tir et positionner des forces mobiles suffisamment proches pour pouvoir contre-attaquer immédiatement. Pour Rommel, la fenêtre décisive était courte. Le débarquement devait être repoussé avant que la supériorité matérielle et aérienne alliée ne se traduise par un volume de troupes, d'artillerie et d'approvisionnement continu. Cette approche avait une logique directe fondée sur l'expérience. Une fois que l'ennemi consolidait sa logistique, la manœuvre défensive se réduisait et les contre-attaques devenaient plus coûteuses. Le problème était qu'au sein du commandement allemand, existait une autre conception, associée à la défense en profondeur et à l'utilisation de réserves blindées positionnées plus en arrière. Cette conception soutenait que l'emplacement exact du débarquement était incertain, et que compromettre les forces principales sur la côte pouvait entraîner un gaspillage inutile à un mauvais endroit. Dans cette vision, l'objectif était de contenir, d'identifier le point principal et ensuite de lancer une contre-attaque massive avec les réserves. Le débat n'était pas académique. Il déterminait où seraient positionnées les divisions qui les contrôleraient et quelle marge existait pour réagir sans autorisation centrale. Rommel considérait que cette vision sous-estimait la nouvelle réalité. La supériorité aérienne alliée rendrait difficile le déplacement des réserves loin de la côte. En d'autres termes, même si la doctrine des réserves profondes était cohérente en théorie, elle pouvait échouer dans des conditions où l'ennemi contrôle l'air et peut interdire les routes et les concentrations de troupes. Pour lui, la défense devait être avancée car l'espace de manœuvre ultérieur serait détruit par l'aviation et l'artillerie. Cette position l'a mise en conflit avec les commandements supérieurs et avec les structures qui défendaient une répartition différente de l'autorité. Le résultat fut un conflit de commandement avec des implications politiques. La décision concernant les réserves blindées ne dépendait pas seulement de l'analyse tactique. Elle dépendait de qui avait l'autorité pour les libérer. Si le commandant sur le théâtre pouvait agir par initiative propre ou si l'autorisation devait venir du Führer. Dans le système allemand de 1944, cette autorisation avait tendance à se concentrer sur Hitler.
ce qui introduisait un problème opérationnel. La rapidité de réaction pouvait être insuffisante. Rommel, pour des raisons pratiques, avait besoin de rapidité. Le système politique, pour des raisons de contrôle, avait tendance à centraliser. Le conflit était inévitable. Chaque discussion sur le déploiement et le contrôle touchait au cœur du régime, qui était la direction personnelle. Lors de ces inspections, Rommel a promu des mesures concrètes: augmentation des obstacles côtiers, minage intensif, fortification et renforcement des positions. Ces mesures ne garantissaient pas d'arrêter une invasion, mais répondaient au principe de réduire la fenêtre de consolidation ennemie. Du point de vue du régime, ces actions étaient compatibles avec la propagande de résistance et avec l'idée de défense absolue. Mais Rommel les accompagnait d'une évaluation plus dangereuse. Il insistait sur le fait que, si le débarquement n'était pas détruit au début, la défaite à l'ouest était probable. Ce type d'évaluation impliquait, en réalité, que la guerre était proche d'un point de non-retour. Ce diagnostic avait des conséquences sur la relation avec Hitler. En pratique, un commandant qui souligne les limites et considère probable une défaite imminente devient gênant pour une direction qui exige certitude et volonté. De plus, Rommel était visible. Ses rapports et sa personne avaient du poids et son prestige public lui donnait une voix qui ne pouvait être facilement ignorée. Dans une structure où la discipline est maintenue par la peur et le contrôle, l'existence d'une figure prestigieuse qui présente des évaluations pessimistes augmente le risque politique perçu. Elle peut influencer d'autres officiers, éroder le moral et légitimer des débats sur la fin de la guerre. Au sein de l'armée, la période a également montré l'isolement croissant de ceux qui soutenaient des positions réalistes. Le commandement allemand était traversé par des pressions. D'un côté, la nécessité de se préparer à l'invasion. De l'autre, l'obligation de soutenir le récit du contrôle. La dispute doctrinale sur la défense de l'Atlantique est ainsi devenue une dispute sur l'autorité. Qui définit les priorités? Qui décide des mouvements? Qui assume la responsabilité des résultats? Rommel, en défendant une réponse immédiate et décentralisée, se heurtait à un système qui, justement en période de crise, avait tendance à centraliser et rigidifier. Au début de 1944, la préparation défensive à l'Ouest n'a pas résolu le dilemme central. Il y avait des améliorations matérielles et plus d'obstacles, mais persistaient des problèmes de commandement, de dispersion des forces et de dépendance aux décisions politiques pour libérer les réserves. Dans ce contexte, Rommel se trouva dans une position particulière. Il était le commandant qui insistait sur le fait que le temps était la ressource la plus rare et que le système de commandement était conçu pour le perdre. Cette évaluation était technique. Mais dans un régime où la technique est subordonnée à la loyauté, cette évaluation est devenue une forme de distance. Rupture politique progressive, idée de négociation et l'attentat du 20 juillet. Entre le début de 1944 et le 20 juillet, la distance entre Rommel et Hitler cessa d'être uniquement un désaccord technique sur les défenses pour devenir une divergence sur le sens même de la poursuite de la guerre. Cette transition ne se produisit ni par une déclaration publique, ni par l'élaboration d'un programme politique formel. Elle résulta de l'accumulation de preuves. Supériorité matérielle et aérienne alliée, affaiblissement de la Wehrmacht, bombardement stratégique continu, pression sur le front oriental et certitude qu'une invasion à l'ouest, une fois consolidée, serait difficile à inverser. Dans ce contexte, Rommel parvint à un diagnostic où la question n'était plus « comment gagner », mais comment éviter l'effondrement total? Cette question était définie par le régime comme une trahison potentielle car elle impliquait l'acceptation d'une limite à l'autorité du Führer. La première dimension de la rupture fut stratégique. Rommel, affecté à l'Ouest, estimait que le Reich n'avait plus la capacité de soutenir une guerre longue contre des coalitions disposant d'une supériorité industrielle écrasante. Cette évaluation était cohérente avec son expérience antérieure. En Afrique, il avait constaté que la logistique et la maîtrise de l'air déterminent l'issue des combats. À l'Ouest, ces conditions seraient encore plus extrêmes. Dès lors, la défense ne pouvait être pensée comme une voie vers une victoire décisive, mais comme un moyen de gagner du temps. Or, gagner du temps en 1944 avait une signification politique, créer les conditions d'un règlement. Si ce temps n'était pas utilisé pour une sortie diplomatique, il ne devenait qu'une prolongation de la destruction. La deuxième dimension fut institutionnelle. Rommel observait un système de commandement dans lequel les décisions critiques étaient centralisées.
où l'influence de Hitler sur les opérations s'était renforcée et où la logique du pas de retraite produisait des pertes qu'une armée déjà affaiblie ne pouvait absorber. En situation de détérioration, le régime répondait par davantage de contrôle et non par davantage de flexibilité. Pour un commandant, ce schéma se traduisait par une conclusion pratique. Tant que Hitler demeurerait à la tête du Reich, la structure continuerait à privilégier des signes de volonté au détriment de la manœuvre rationnelle. Cette conclusion, bien que formulée en termes techniques, contenait un élément politique inévitable. Le problème n'était pas seulement un ordre particulier, mais la source même de l'ordre. La troisième dimension fut celle de l'environnement. En 1944, il existait des réseaux d'officiers et de civils qui considéraient nécessaire d'écarter Hitler afin de négocier avec les alliés occidentaux ou d'éviter une occupation totale. Ces réseaux étaient hétérogènes. Certains avaient des motivations institutionnelles, d'autres politiques, d'autres morales, et d'autres combinaient plusieurs éléments. Ce qui importe pour ce chapitre est le type de contact possible entre Rommel et ses milieux. Rommel représentait un capital symbolique et militaire. Tout projet de changement avait besoin de figures capables de légitimer une transition auprès de l'armée et de la population. C'est pourquoi, même si Rommel n'était ni un conspirateur typique ni un membre d'un noyau politique d'opposition, il constituait une cible d'approche. À ce stade, il convient de distinguer rigoureusement deux plans, la convergence du diagnostic et la participation à une méthode concrète. Rommel pouvait partager l'idée que Hitler devait être écarté ou que la guerre devait prendre fin sans pour autant soutenir un assassinat ou un coup d'État armé. Cette distinction est centrale pour comprendre pourquoi le régime le traita comme un traître. Il n'avait pas besoin de prouver une participation opérationnelle complète pour le neutraliser. Il suffisait d'indices, de témoignages ou d'associations permettant de construire un récit interne de déloyauté. Dans une dictature en crise, le niveau de preuve se subordonne à la nécessité politique. Rommel, de par son profil, avait tendance à privilégier des solutions pouvant être présentées comme institutionnelles ou militaires plutôt que comme une conspiration clandestine. Cela correspond à sa trajectoire. Il avait été formé dans une culture du commandement, non dans la militance politique. Ainsi, son rapprochement avec l'idée d'une sortie ne se manifesta pas par une adhésion immédiate à un attentat, mais par un intérêt à mettre fin à la guerre par la négociation, éventuellement après un changement de direction. Ce « éventuellement » est ce qui rendait sa position dangereuse. Même en rejetant des méthodes spécifiques, accepter l'objectif de l'éviction du Führer était, pour le régime, incompatible avec une loyauté absolue. À mesure que l'invasion alliée se rapprochait, puis devenait réalité, la position de Rommel se compliqua davantage. La réalité du front occidental confirmait son diagnostic antérieur. Si les Alliés parvenaient à établir une tête de pont et à assurer leur logistique, l'équilibre basculerait rapidement. Cela renforça son insistance sur la nécessité de mettre fin à la guerre. Mais cette insistance se heurtait au noyau idéologique du régime. Ne pas négocier, ne pas reconnaître la défaite, ne pas admettre de limites. Le désaccord cessa d'être une simple discussion entre un commandant et son chef. Il devint un conflit portant sur la continuité même du régime. Sur le plan de la relation personnelle avec Hitler, la détérioration comporta également une dimension de confiance. Hitler privilégiait les commandants qui confirmèrent sa vision et exécutaient sans remettre en question. Lorsqu'un commandant formule des diagnostics pessimistes ou évoque la nécessité de négocier, il cesse d'être un exécutant fiable. Dans un régime personnaliste, la perte de confiance est rapide. Elle se traduit par la surveillance, l'isolement ou la réaffectation. Rommel, en raison de sa popularité, ne pouvait être simplement écarté sans coup symbolique. Mais cette même popularité renforçait l'incitation à le contrôler de manière préventive. La clé de cette période réside dans le fait que la trahison, pour Hitler, n'était pas une catégorie juridique stricte. C'était une catégorie de contrôle. Était traître celui qui mettait en danger l'unité du commandement et le récit de la guerre totale. Selon cette définition, Rommel pouvait être considéré comme un traître même sans participation directe à l'exécution d'un attentat, car son diagnostic et son prestige pouvaient encourager l'idée d'un changement. Contrairement à des conspirateurs moins visibles,
Rommel était dangereux en raison de sa position publique. Il n'était pas un opposant clandestin, mais un symbole militaire capable de légitimer une rupture. Le déclin du régime et les loyautés envers Hitler. À l'approche du 20 juillet, la situation interne du régime se caractérisait par une paranoïa croissante et un renforcement de la surveillance, mais aussi par une nervosité bien réelle. Le front de l'Est se détériorait, l'Ouest était ouvert et les bombardements stratégiques sapaient le moral ainsi que l'industrie. Dans cette atmosphère, tout signe d'indépendance pouvait être interprété comme la préparation d'un coup d'État. La frontière entre chercher une issue et conspirer devint, pour le pouvoir, délibérément floue. C'est dans ce contexte que Rommel entre dans une phase critique. Son nom circulait déjà comme référence possible pour une transition et sa distance vis-à-vis du Führer ne pouvait plus être interprétée comme une simple divergence professionnelle. Le 20 juillet 1944 constitua un tournant parce qu'il transforma la politique intérieure du Reich en une question de survie immédiate du régime. Après l'échec de l'attentat contre Hitler, la priorité ne fut plus seulement de gagner la guerre ou de maintenir les fronts. Elle devint l'élimination de tout foyer de dissidence réelle ou potentielle au sein de l'armée et de l'appareil d'État. Dans ce contexte, Rommel se retrouva pris dans une dynamique qui ne dépendait pas seulement de ce qu'il avait fait, mais de ce qu'il représentait. La question « Rommel a-t-il participé ?» doit être traitée selon des critères différents de ceux de la propagande du régime et également distincts des récits simplificateurs ultérieurs. Il est ici essentiel de distinguer 3 niveaux. 1. Ce qui est cohérent et vérifiable d'un point de vue général. 2. Ce qui est probable comme inférence raisonnable à partir de sa position et de son environnement. 3. Ce qui ne peut être affirmé sans dépasser les preuves disponibles. Premièrement, le fait central est que Rommel ne se trouvait pas à Berlin le 20 juillet et n'a pas agi comme exécutant direct de l'attentat. Au moment de l'attaque, il se trouvait en France et, de plus, il avait subi une blessure quelques jours auparavant, qui l'avait écarté de toute activité immédiate. Cela est important, car cela délimite son rôle possible. S'il y eut un lien, ce ne fut pas en tant qu'acteur opérationnel le jour de l'attentat, mais en tant que figure mentionnée, consultée ou envisagée par ceux qui planifiaient une issue politique. Deuxièmement, il existe un point largement cohérent avec sa trajectoire récente. Rommel était arrivé à la conclusion que la guerre ne pouvait pas être gagnée et qu'il fallait chercher une solution. Cette conclusion en soi n'équivaut pas à une conspiration. Mais en 1944, au sein d'un régime personnaliste, elle constituait déjà un vecteur de soupçon. La raison en est simple, une solution nécessitait des négociations. Négocier impliquait de modifier la direction, ou à tout le moins, de briser la logique de la guerre totale imposée par Hitler. Par conséquent, tout commandant défendant cette idée était susceptible d'être absorbé par des projets conspiratifs ou accusé de les soutenir. Troisièmement, la figure de Rommel était fonctionnelle pour les conspirateurs dans un sens précis, la légitimité. Une opération visant à écarter Hitler, même si elle s'était limitée à un coup d'État et non à un assassinat, nécessitait un soutien au sein de l'armée, une capacité de commandement à l'Ouest et une figure dotée d'un prestige public suffisant pour soutenir un nouveau gouvernement ou un armistice. Rommel réunissait ces attributs mieux que nombre d'officiers impliqués dans la conspiration, qui pouvaient être influents sur le plan institutionnel, mais moins connus du grand public. Pour cette raison, il est plausible que les conspirateurs l'aient considéré comme une pièce souhaitable, même si son adhésion pleine et entière n'était pas garantie. Le problème est que cette plausibilité n'autorise pas à affirmer automatiquement une participation complète. La conspiration du 20 juillet était hétérogène et, dans de nombreux cas, organisée par des cercles fonctionnant de manière compartimentée. Tous ne connaissaient pas tous les détails, et certains étaient perçus comme des alliés potentiels, plutôt que comme des participants. Dans un système compartimenté, une personne peut se trouver dans le périmètre sans être intégrée à l'opération centrale. C'est pourquoi, lorsqu'on analyse le rôle de Rommel, la question n'est pas seulement « savait-il pour l'attentat ?», mais « que savait-il quand et qu'a-t-il accepté ou refusé ?» Un élément important apparaît ici, la méthode. Pour certains secteurs, l'éviction d'Hitler pouvait être conçue comme une arrestation, une destitution et une négociation ultérieure. Pour d'autres, l'assassinat était considéré comme une condition nécessaire pour neutraliser le contrôle du régime.
Rommel, de par son profil institutionnel et sa perception de lui-même en tant que soldat, pouvait pencher vers des solutions n'impliquant pas l'assassinat. Cette inclination ne le rend pas innocent. Même soutenir une arrestation ou une destitution en 1944 constituait, pour le régime, une trahison. Mais elle modifie la nature du lien. Une personne peut soutenir l'objectif politique tout en refusant la méthode. Autrement dit, Rommel estimait que Hitler devait être écarté, mais ne considérait pas que la solution idéale fût de le tuer. Cette différence devint fondamentale lorsqu'on évalue les preuves ultérieures, car le régime avait besoin d'effacer les nuances. Toute distance devait être transformée en complicité totale. Après l'échec de l'attentat, l'appareil répressif s'activa rapidement. L'enquête ne cherchait pas seulement les responsables directs, elle cherchait des réseaux. Dans ce processus, les noms de figures prestigieuses pouvaient émerger de deux manières. La première, parce qu'elles avaient effectivement été consultées ou avaient accepté un rôle futur. La seconde, parce qu'elles étaient utiles comme non-pont pour élargir la purge et démontrer que le régime contrôlait même les héros. Rommel, par son statut, pouvait remplir ces deux conditions. Il était vraisemblable qu'il ait été mentionné par les conspirateurs et en même temps, il était fonctionnel comme exemple pour discipliner l'armée. À l'Ouest, il existait des officiers qui envisageaient une issue politique. Rommel, en tant que commandant, interagissait avec un environnement de commandement qui n'était pas isolé de ce débat. Si ces officiers le considéraient comme une autorité morale et militaire, il était naturel qu'ils cherchent à connaître sa position. De là découle une inférence raisonnable. Rommel n'était pas étranger à l'idée de changer la direction et de mettre fin à la guerre. Ce qui ne peut être transformé en affirmation sans dépasser les preuves, c'est que Rommel ait approuvé l'assassinat spécifique du 20 juillet, ou qu'il ait été intégré au plan opérationnel. Le point décisif est la manière dont le régime fonctionna après le 20 juillet. Dans un système normal, la responsabilité est établie et jugée selon des critères définis. Dans le Reich de 1944, l'objectif était politique, stopper la contagion. L'attentat permit de reconfigurer le paysage des loyautés. Quiconque avait montré du pessimisme, insisté sur la négociation ou critiqué des ordres pouvait être requalifié en conspirateur. Rommel, en particulier, correspondait à un profil dangereux, commandant prestigieux, porteur d'un diagnostic de défaite, critique de la conduite rigide et potentiel légitimateur d'une nouvelle orientation. Ainsi, le 20 juillet ne transforme pas Rommel en traître. Il transforme sa distance en un risque immédiat pour le régime. En termes de pouvoir, un calcul s'ouvre. Si Rommel reste en vie et actif, il peut devenir un symbole alternatif. S'il est éliminé, l'armée est disciplinée et le récit est contrôlé. La forme de cette élimination devait être compatible avec son prestige car un procès public aurait pu exposer des fractures ou le transformer en martyr. Chute, ultimatum et mort de Rommel. Entre août et octobre 1944, le cas Rommel se définissait moins par les opérations militaires que par un processus administratif et policier typique d'un régime en crise. Reconstruction des réseaux, obtention de déclarations sous pression et sélection de cibles à valeur exemplaire. La logique de la période n'était pas judiciaire, elle était politique. Le régime avait besoin de clore l'épisode du 20 juillet par une combinaison de punitions et d'avertissements, en particulier envers l'armée. Dans ce cadre, Rommel était une cible particulière, non pas parce qu'il était le conspirateur le plus actif, mais parce qu'il était le plus symbolique parmi les suspects plausibles. Après sa blessure de juillet, Rommel se trouvait éloigné du commandement immédiat et avec une mobilité réduite. Cela le plaçait dans une situation contradictoire. D'une part, cela l'éloignait de la capacité d'organiser des actions. D'autre part, cela le rendait plus vulnérable. Il n'avait pas de contrôle direct sur les structures opérationnelles, dépendait d'intermédiaires et était exposé à la surveillance. De plus, son prestige restait intact devant la population et certains secteurs de l'armée. Cette combinaison de faiblesse opérationnelle et de force symbolique était précisément ce que le régime autoritaire percevait comme un risque. Un symbole n'a pas besoin de commander pour influencer. Après l'attentat, l'enquête s'est étendue par des interrogatoires et des recoupements de noms. L'objectif était d'identifier les participants, mais aussi de construire un récit large de trahison qui justifierait une purge en profondeur. Dans ce processus, les noms se multiplient par deux mécanismes. Premièrement,
La compartimentation préalable. Certains conspirateurs connaissaient des parties de l'opération, d'autres non. Avec la chute de certains, on cherchait à reconstruire ce qu'ils ignoraient. Deuxièmement, la pression, sous torture, contrainte ou menace. Les déclarations tentent à inclure des noms réels, des noms supposés et des noms mentionnés comme alliés possibles dans des conversations précédentes. Dans ce type de procédure, le fait qu'un nom apparaisse ne signifie pas automatiquement une participation opérationnelle, mais il peut suffire pour déclencher une décision politique si le nom est utile comme exemple. Rommel, dans ce cadre, pouvait apparaître pour sa fonction projetée. Pour les conspirateurs, une Allemagne post-Hitler avait besoin de figures crédibles militairement et populaires. Rommel était le candidat naturel à l'Ouest, prestige de campagne, haut rang, image publique consolidée. Même s'il n'avait pas participé au plan d'assassinat, il suffisait qu'il ait été considéré pour un rôle futur ou que certains conspirateurs aient interprété sa position comme favorable à un changement de direction. Ce « il suffisait » est essentiel. Dans un régime qui ne cherche pas la preuve mais le contrôle, un soupçon raisonnable devient sentence quand l'utilité politique le justifie. Pendant cette période, Rommel était également associé à un diagnostic que le régime ne pouvait tolérer: l'idée de négocier et de mettre fin à la guerre. Ce diagnostic, même formulé en termes strictement militaires, impliquait de nier le fondement politique de Hitler. Ainsi, l'enquête ne cherchait pas seulement ceux qui avaient placé la bombe. Elle cherchait ceux qui, dans l'armée, soutenaient l'idée d'une sortie. Du point de vue du régime, cela était plus dangereux qu'un attentat isolé. C'était la possibilité d'un courant de réalisme désobéissant à la guerre totale. Le problème interne pour Hitler et son entourage était de choisir une méthode pour neutraliser Rommel. Un procès public comportait des risques. Premièrement, car Rommel aurait pu nier, nuancer ou exposer le type de contact et de diagnostic qui circulait dans l'armée, révélant un mécontentement plus large. Deuxièmement, car son prestige pouvait faire de lui une figure symbolique de résistance, même condamnée. Troisièmement, un procès attirait l'attention sur la question: pourquoi un héros du Reich s'éloignait-il du Führer? Et cette question pouvait se propager. En revanche, une élimination silencieuse était aussi risquée. Si perçue comme un assassinat interne, elle pouvait provoquer du ressentiment dans l'armée et parmi la population. La solution typique du régime pour ces cas était un compromis contrôlé: imposer la mort dans des conditions permettant de préserver le récit officiel, c'est-à-dire éliminer l'individu tout en évitant une rupture visible dans l'image d'unité nationale. Pour cela, il fallait construire une base suffisante d'accusations internes. Pas nécessairement des preuves publiques, mais un ensemble de témoignages et d'associations justifiant auprès du cercle du pouvoir que Rommel devait être écarté. À cette étape, la surveillance autour de Rommel s'intensifia. Après le 20 juillet, le régime traitait la Wehrmacht comme un espace à risque. La Gestapo et d'autres organismes ont élargi le contrôle, intercepté les communications et suivi les réseaux de contact. La blessure de Rommel et son isolement relatif ne le protégeaient pas, ils l'exposaient. Les intermédiaires, comme les aides, officiers proches et membres de la famille, étaient à la fois des points d'accès pour obtenir des informations et des points de pression. C'est une constante dans les purges. On ne poursuit pas seulement l'individu, on exerce une pression sur son entourage pour briser ses défenses et obtenir des aveux. Parallèlement, le contexte militaire se détériorait. À l'ouest, le front s'effondrait après l'invasion alliée. À l'est, la pression soviétique augmentait. Pour le régime, cela accentuait l'urgence de clore l'affaire du 20 juillet de manière exemplaire. La logique est simple. Lorsque le front s'effondre, la paranoïa augmente et le contrôle interne devient prioritaire. Dans ce climat, l'idée que Rommel puisse servir de symbole de négociation ou de fin de la guerre était particulièrement dangereuse. Un tel symbole pouvait faciliter de futures désobéissances ou fragmentation du commandement. Le processus culmina par une décision politique. Rommel devait être éliminé sans exposer le régime à un procès pouvant devenir un théâtre de doute. La formule adoptée fut celle de l'ultimatum. Cette formule présentait des avantages pour le pouvoir. Elle permettait de présenter la mort comme une décision personnelle, évitait de constituer un tribunal formel et protégeait l'image publique du héros national par des funérailles officielles. En outre, elle disciplinait l'armée avec un message clair. Même les plus célèbres n'étaient pas hors de portée. La structure de l'ultimatum répondait à un schéma du régime envers les figures éminentes.
offrir une sortie qui pouvait être présentée comme une décision personnelle en échange d'une gestion contrôlée des conséquences. En pratique, l'option réelle était minimale. Le régime a transmis que Rommel pouvait choisir entre un procès avec une forte probabilité de condamnation et des conséquences plus sévères pour sa famille, ou une mort rapide sous l'apparence de l'honneur, avec funérailles officielles et protection relative de ses proches. Dans un système où l'État contrôle la justice, la presse et la sécurité, ce choix est une coercition formalisée. La logique du régime était multiple. Premièrement, éviter un tribunal où des fissures internes pourraient être exposées. Le tribunal populaire et l'appareil de propagande avaient été utilisés pour mettre en scène des aveux et des humiliations de conspirateurs, mais Rommel n'était pas un accusé ordinaire. Son prestige pouvait altérer l'effet recherché. Un procès aurait pu obliger le régime à expliquer pourquoi un héros du Reich se détournait du Führer, et cette explication aurait pu soulever des questions dangereuses à un moment de guerre perdue. Deuxièmement, préserver l'utilité du mythe. Même mort, Rommel pouvait continuer à être utile comme symbole militaire si sa mort était présentée comme le résultat de blessures et de services et non comme une purge. Troisièmement, envoyer un message interne. Si le régime pouvait atteindre Rommel, il pouvait atteindre n'importe qui. Le point décisif est de comprendre ce que signifiait trahison pour le régime en 1944. Ce n'était pas une catégorie fondée sur des preuves équilibrées. Traître était celui qui menaçait le monopole de décision du Führer, en particulier au sein de l'armée. Rommel, par son diagnostic de défaite et par son prestige, menaçait ce monopole même si sa participation à l'opération du 20 juillet n'avait pas été centrale. En d'autres termes, sa dangerosité n'était pas mesurée par la bombe, mais par la possibilité qu'un maréchal populaire légitime l'idée que Hitler devait être écarté et la guerre terminée. Après avoir accepté l'ultimatum, Rommel est mort dans des conditions contrôlées par le régime. La mort a été traitée administrativement comme un événement devant être clos rapidement, sans place pour les rumeurs ou la discussion. Ensuite, la deuxième partie du plan a été déployée, le contrôle du récit. Une version compatible avec l'image de service et visant à éviter les soupçons immédiats a été annoncée publiquement. Les funérailles officielles et le traitement honorifique remplissaient une fonction précise. Maintenir devant la population l'idée d'unité nationale et protéger le moral en période de crise. Ils remplissaient également une fonction envers l'armée. Montrer que le régime pouvait honorer un commandant tout en l'éliminant, c'est-à-dire qu'il pouvait gérer la réputation de n'importe quel officier. Cependant, cette apparence d'honneur coexistait avec une réelle déshonneur au sein du système de pouvoir. Rommel a été neutralisé comme risque et son nom est resté marqué dans les cercles internes comme associé à la conspiration. Cette dualité était utile. Elle permettait d'éviter un scandale tout en maintenant le message disciplinaire au sein de l'élite militaire. Le prestige ne protège pas si le régime interprète qu'il existe de la désobéissance. Cette forme de punition était typique d'un État qui contrôle l'information. Il peut produire deux récits simultanés, l'un pour le public et l'autre pour l'appareil. Le traitement de la famille faisait partie de la même logique. Le régime comprenait que la coopération de Rommel dans l'ultimatum dépendait d'une promesse minimale de protection. Cela n'implique pas une sécurité totale, mais un accord, éviter des représailles immédiates et permettre une continuité sociale contrôlée. En termes de coercition, l'élément familial est central. Dans une dictature, l'individu ne négocie pas seulement pour lui-même. Il négocie pour le risque que l'État peut imposer à ses proches. L'ultimatum fonctionne parce qu'il transforme cette menace en outil. Du point de vue de Rommel, l'acceptation du suicide fut une issue cohérente avec sa situation structurelle. Ce n'était pas un acte volontaire, au sens libre, mais une décision dans un espace d'options restreint. Un procès impliquait exposition, humiliation et risque élevé de représailles plus sévères. La mort immédiate évitait le tribunal, préservait partiellement l'image publique et réduisait les risques pour sa famille. Ce calcul est important car il permet d'éviter une lecture moralisatrice. Il ne s'agit ni d'héroïsme ni de lâcheté. Il s'agit de la rationalité d'un individu pris au piège par un État qui contrôle le destin de son entourage. L'effet politique de la mort fut immédiat. Pour le régime, l'affaire fut close sans générer de crise publique supplémentaire. Pour l'armée, le message était clair. Même ceux qui avaient été élevés au rang de symbole pouvaient être éliminés si le Führer percevait une menace.
Pour la population, le récit officiel offrait une explication administrée et maintenait l'image de continuité. Mais, au niveau structurel, la mort de Rommel confirmait une réalité. Le régime avait atteint un point où la répression interne était aussi importante que la guerre externe, et où le contrôle du récit faisait partie de l'effort de guerre. Cependant, le Reich n'a jamais réussi à effacer l'héritage de Rommel. Bien que son nom soit resté à jamais lié à la Seconde Guerre mondiale, de nombreux historiens ont souligné l'intégrité intellectuelle du commandant, loyal envers sa patrie sans avoir besoin de surjouer la loyauté envers un politicien de passage. Bien qu'encore aujourd'hui on ne sache pas à quel point Rommel connaissait l'horrible holocauste perpétré par le nazisme, il est souvent tenu à l'écart des récits les plus sombres laissés par le Troisième Reich.